Il y a des matchs qu'on oublie au bout de quelques semaines. Et puis, il y a ceux qui s'impriment dans la mémoire collective comme une cicatrice qu'on n'efface jamais vraiment. Tunisie, Mali, au stade Mohamed V appartient clairement à cette deuxième catégorie. Un scénario à faire perdre la tête aux supporters, aux joueurs et parfois même au football lui-même. Un score de 1-1 après prolongation, une séance de tir au but irrespirable et au bout du chaos, le Mali qui s'impose 3-2 face à la Tunisie. Mais réduire ce match à un simple résultat serait une erreur majeure parce que ce duel raconte bien plus qu'une qualification. Il raconte la fragilité des certitudes, la résistance sous pression et surtout une vérité fondamentale. Dans le football africain, rien n'est jamais écrit à l'avance. Dès le coup d'envoi, on comprend que ce match ne sera pas ordinaire. Le vent souffle fort à Casablanca, les duels s'enchaînent, les contacts sont rugueux, chaque contrôle est tendu, chaque regard chargé. La Tunisie veut imposer son tempo, son calme, sa maîtrise. Le Mali répond par l'impact, par la densité, par une agressivité contrôlée. C'est fermé, haché, presque étouffant. Un match qui se joue autant dans les jambes que dans les têtes. Et puis, très vite, le scénario bascule une première fois. À la 27e minute, carton rouge. Le Mali se retrouve à 10. À cet instant précis, beaucoup pensent que l'histoire est déjà écrite. Supériorité numérique, expérience tunisienne, gestion tranquille. Mais le football adore humilier ceux qui pensent trop vite. À 10 contre 11, le Mali ne recule pas complètement. Il se compacte, il coulisse, il accepte de souffrir. C'est un peu comme une équipe qui sait que le vent est contre elle, mais qui refuse de lâcher la barre. La Tunisie, elle, contrôle, mais sans trancher. Beaucoup de centres, peu de déséquilibre net. La domination est réelle, mais stérile. Et plus les minutes passent, plus une question flotte dans le stade. Et si ce match était beaucoup plus piégeux qu'il n'y paraît? La réponse arrive tard, très tard. À la 98 minutes, la Tunisie trouve enfin l'ouverture. Un centre, une tête et cette sensation brutale que le destin a choisi son camp. Les Aigles de Carthage pensent tenir leur quart de finale, mais dans ce genre de match, le temps additionnel est un territoire sauvage. Dernière minute, dernière seconde, un ballon traîne dans la surface, une décision arbitrale tombe. Penalty pour le Mali, le silence est total, la Sinayoko s'avance sans trembler et il transforme 1-1. Prolongation. À cet instant précis, le match change de nature. Ce n'est plus seulement une opposition tactique, c'est une épreuve mentale. La Tunisie pousse, insiste, croit marquer, mais le but est refusé. Le Mali, épuisé, continue de courir, de défendre, de survivre. Et quand l'arbitre siffle la fin des prolongations, tout le monde comprend ce qui arrive. Les tirs au but. L'exercice le plus cruel du football. Celui qui ne pardonne rien. Les échecs s'enchaînent, les arrêts font basculer les émotions et dans cette loterie sous tension extrême, Djigui Diarra devient l'un des visages de la soirée, puis vient le tir décisif, calme, précis, le Mali passe. La Tunisie tombe, mais ce match compte surtout parce qu'il opposait deux visions du football africain, deux trajectoires, deux rapports à la pression. D'un côté, une Tunisie habituée aux phases finales, souvent jugée sur sa capacité à assurer, à contrôler, à ne pas se rater. À ce stade, l'attente est claire, passer même sans briller. De l'autre, Mali séduisant, compétitif, mais souvent catalogué comme dangereux et incomplet. Moins de certitude, mais parfois c'est justement ce manque de poids qui libère. C'est un peu comme une équipe favorite qui joue avec la peur de perdre face à une autre qui joue avec l'espoir de créer le chaos. Dans la suite, on va voir pourquoi ce match comptait bien plus qu'un simple huitième de finale et comment il révèle des vérités profondes sur ces deux sélections. Maintenant, on va entrer dans le cœur du jeu, là où tout s'est vraiment joué dans les choix, les mécanismes et surtout dans ce qui n'a pas été fait. Si cette analyse te parle, si tu aimes ce football raconté avec nuance et immersion, pense à t'abonner, à liker et à partager ton ressenti en commentaire. Et surtout, reste bien là, la suite va plonger dans les détails tactiques qui ont fait basculer ce match. Maintenant, entrons vraiment dans le cœur du match, là où tout s'est joué, loin des ralentis, loin des émotions brutes, là où les décisions ou parfois l'absence de décision ont façonné cette soirée. Après l'expulsion, la Tunisie prend logiquement le contrôle territorial. Le schéma devient clair très vite, bloc haut, latéraux projetés, circulation patiente. Le ballon tourne, souvent de gauche à droite, comme pour étirer un adversaire déjà diminué. Sur le papier, c'est cohérent. Dans la réalité, un problème apparaît rapidement. Le jeu tunisien devient lisible. La Tunisie attaque en nu, beaucoup de ballons sur les côtés, une accumulation de centres, mais très peu de jeu entre les lignes. Or, face à une équipe réduite à 10, c'est exactement le scénario que le Mali accepte volontiers. Pourquoi? Parce qu'un bloc bas adore défendre les ailes.
Les distances sont courtes, les rôles clairs, les repères simples. Chaque centre devient une situation acceptable à gérer. C'est un peu comme défendre une tempête en fermant toutes les fenêtres. Il y a du bruit, de la pression, mais le vent n'entre pas. Le Mali se replie souvent en 5-3-1 selon les phases. Les lignes coulissent avec discipline. L'axe est protégé en priorité. Chaque ballon aérien est attaqué à 2. Chaque duel devient une micro-bataille. Même à 10, le Mali ne panique pas. Il accepte de subir, mais jamais de se désorganiser. Côté tunisien, le paradoxe est cruel. La domination est réelle. Les situations existent, mais il manque deux éléments essentiels. Des courses verticales sans ballon et des prises de risque dans l'axe, très peu de projections entre les lignes maliennes, peu de 1-2 rapides pour casser la structure. Résultat, la défense malienne n'est presque jamais surprise. Elle recule, elle encaisse, mais elle reste en place. À l'inverse, les rares moments dangereux du Mali viennent de transitions simples, presque scolaires, mais parfaitement exécutées. Un ballon gratté, une projection immédiate. Un attaquant qui garde le ballon, fait remonter le bloc, permet à l'équipe de respirer. Même à 10, le Mali reste menaçant psychologiquement. Et ça, c'est fondamental. Parce que l'adversaire sait qu'il ne peut jamais se relâcher totalement. Plus le match avance, plus la Tunisie sent que le temps devient un ennemi. Et plus elle se précipite. Le but tunisien arrive très tard sur une action typique, centre, présence dans la surface, efficacité. Mais ce but tardif agit presque comme un piège mental. Au lieu de libérer l'équipe, il crée un relâchement inconscient, quelques secondes de déconcentration, une gestion approximative et derrière ce penalty concédé dans les derniers instants. Ce penalty n'est pas le fruit d'un manque d'envie, il est le produit d'une tension accumulée dans ces moments-là. Le cerveau va parfois plus vite que les jambes. Quand le Mali égalise, le rapport de force psychologique s'inverse brutalement. Les prolongations deviennent alors une zone grise. La Tunisie pousse, mais avec la peur de tout perdre. Le Mali souffre, mais avec l'énergie de ceux qui n'ont plus rien à cacher. Chaque duel est joué comme une finale. Chaque dégagement est une victoire. Et puis viennent les tirs au but. Là, l'analyse devient presque froide. Ce n'est plus une question de schéma ou de possession, c'est une question de nerfs. Le Mali, souvent présenté comme fragile mentalement dans le passé, montre exactement l'inverse. La Tunisie, pourtant expérimentée, doute au pire moment. Les courses d'élan, les regards, les frappes, tout raconte une histoire intérieure. Ce match s'est joué sur un détail essentiel, la capacité à rester lucide quand tout semble acquis. Dans la suite, on va corriger les lectures les plus fréquentes faites par les supporters et les médias après ce match, parce qu'à chaud, l'émotion brouille souvent l'analyse. Et certaines critiques passent complètement à côté de l'essentiel. Après un match comme celui-ci, les réactions sont presque toujours les mêmes, à chaud, émotionnelles et souvent injustes. Ce Tunisie-Mali a généré beaucoup de lectures rapides, parfois biaisées. Alors prenons le temps de remettre les choses à leur place. Première erreur fréquente, la Tunisie a perdu à cause de l'arbitre. Oui, certaines décisions font débat. Oui, le pénalty concédé dans les dernières secondes est brutal. Mais réduire ce match à l'arbitrage, c'est oublier plus de 120 minutes où la Tunisie avait la supériorité numérique, le ballon et surtout le temps. La conséquence de cette lecture, c'est qu'on évite la vraie question. Comment mieux tuer un match quand on domine? La correction est là, dans le contenu, pas dans le sifflet. Deuxième erreur, le Mali a gagné uniquement par chance. C'est faux. La chance existe toujours, surtout au tir au but. Mais elle ne suffit jamais seule. Le Mali a fait des choix clairs, bloc compact, discipline collective, gestion émotionnelle, résilience. Tenir aussi longtemps à 10 contre 11, ce n'est pas un hasard, c'est une compétence. Troisième erreur, la Tunisie a été nulle. C'est excessif. La Tunisie a maîtrisé, a poussé, a fini par marquer. Elle a manqué de variété, pas de niveau. Confondre frustration et nullité est une erreur classique. La réalité est plus nuancée, une équipe sérieuse mais trop prudente dans les zones décisives. Quatrième erreur peut être la plus répandue, les tirs au but, c'est une loterie, donc ça ne veut rien dire. C'est faux, les tirs au but sont une épreuve mentale structurée, le choix des tireurs, l'ordre, l'attitude, la gestion du stress. Le Mali a mieux assumé ce moment. Ce n'est pas un hasard, c'est une préparation consciente ou instinctive. Maintenant, passons à quelque chose de très concret. Si tu voulais comprendre ce match comme un analyste, minute après minute, qu'est-ce qu'il fallait observer? D'abord, les 15 minutes qui suivent le carton rouge, c'est souvent là que tout se joue. Quand l'équipe en supériorité accélère fort, elle peut assommer l'adversaire. Ici, la Tunisie a contrôlé sans vraiment accélérer. Ensuite, les transitions maliennes. Chaque récupération était un test mental pour la Tunisie. Est-ce qu'on coupe immédiatement ou est-ce qu'on recule par sécurité? Autre point clé, les centres. Beaucoup de centres, mais peu d'attaques franches. Du premier poteau, peu de secondes balles gagnées. Un signe clair que la défense adverse est à l'aise.
Enfin, les dernières minutes du temps réglementaire, c'est là que la gestion émotionnelle devient déterminante. Le Mali y croit encore, la Tunisie commence à protéger le score. Et le football n'aime pas les équipes qui pensent avoir fini avant le coup de sifflet. Alors, imaginons maintenant 2 ou 3 scénarios alternatifs, parce qu'il suffit parfois d'un détail pour écrire toute une histoire. Premier scénario, la Tunisie accélère franchement dans les 10 minutes suivant le carton rouge, plus de projections dans l'axe, un rythme plus vertical, des frappes rapides à l'entrée de la surface. Le Mali est obligé de sortir, le match peut basculer bien plus tôt. Deuxième scénario, le but tunisien arrive à la 70 minutes, pas à la 98. Psychologiquement, c'est un monde différent. Le temps devient un allié, pas un ennemi. Troisième scénario, la séance de tir au but commence par un premier échec malien. L'ordre émotionnel s'inverse, mais justement, le Mali gère mieux ce moment. Pourquoi? Parce que certains joueurs ont déjà vécu ce genre de pression, parce que le groupe reste aligné. Et quand le tir décisif est transformé par El Bilal Touré, sans célébration excessive, sans provocation, il résume parfaitement ce match. Sobriété, résistance, efficacité. Alors, comment savoir dès les premières minutes si un match comme celui-ci est en train de mal tourner? Pour la Tunisie, beaucoup de possessions, peu de frappes dans l'axe, des centres sans attaque franche, des milieux qui reçoivent dos au jeu sans pouvoir se retourner. Ce sont des signaux d'alerte. Pour le Mali, des sorties propres malgré l'infériorité, un attaquant capable de garder le ballon, une solidarité visible après chaque duel. Ce sont des signaux positifs. Autre élément fondamental, les synergies. Quand une équipe souffre, elle survit grâce aux connexions humaines. Le Mali a montré une vraie entente entre la défense centrale et le gardien, entre le milieu récupérateur et le premier relanceur, entre l'attaquant isolé et les soutiens tardifs. Chaque geste avait un sens. Chaque course, un objectif. Avant de conclure, répondons à quelques questions que tout le monde se pose. Pourquoi le Mali est-il si imprévisible? Parce qu'il sait s'adapter sans paniquer. Pourquoi la Tunisie a dominé sans tuer le match? Parce que la maîtrise sans déséquilibre ne suffit pas à ce niveau. Les tirs au but sont-ils mérités? Ils ne mesurent pas la domination, mais la lucidité sous pression. Ce match remet-il en cause le niveau tunisien? Non. Il pose surtout la question de l'audace dans les moments clés. Si tu veux suivre ce genre de match comme un supporter expert, retiens quelques réflexes simples. Revoir les temps faibles autant que les temps forts, observer les réactions après un carton ou un but, repérer les circuits préférentiels en attaque, analyser les fins de match, là où tout se joue vraiment. Un dernier mot important, le football n'est pas une science exacte. Pas de haine, pas de raccourci, pas de certitude absolue. Respect du jeu, des joueurs et des décisions, même quand elles font mal. Si cette analyse t'a permis de mieux comprendre ce Tunisie, Mali, si tu aimes ce football raconté avec nuance et passion, pense à t'abonner, à liker et surtout à partager ton ressenti en commentaire. Dans la prochaine analyse, on se penchera sur le quart de finale du Mali et sur ce que cette qualification change vraiment pour la suite de la compétition. Et c'est peu être là finalement que ce match laisse sa trace la plus profonde, pas dans la feuille de score, pas même dans la qualification, mais dans ce qui nous rappelle sur le football africain quand il bascule dans ces zones extrêmes, parce que ce Tunisie-Mali, ce n'est pas seulement une histoire de domination contre résistance. C'est une leçon sur le timing, sur la gestion des émotions, sur la frontière invisible entre contrôle et excès de sécurité. La Tunisie n'a pas perdu parce qu'elle ne savait pas jouer, elle a perdu parce qu'elle a trop longtemps voulu maîtriser sans déséquilibrer. Parce qu'à force de vouloir éviter l'erreur, elle a laissé vivre l'espoir en face. Le Mali, lui, n'a pas gagné parce qu'il était plus fort sur le papier. Il a gagné parce qu'il a accepté le chaos. Parce qu'il a compris très tôt que ce match ne se gagnerait pas dans la possession, mais dans la survie, dans la solidarité, dans la lucidité quand tout brûle autour. 10 contre 11, mené à la fin, épuisé, et pourtant toujours debout. C'est ça la vraie bascule. Ce match restera comme un rappel brutal pour toutes les équipes dites favorites. Le football ne récompense pas la maîtrise seule, il récompense le courage au bon moment. Et pour toutes les équipes dites outsiders, il envoie un message clair. Tant que le score n'est pas figé, tant que l'esprit est intact, tout reste possible. Dans la suite, on va justement se poser une question essentielle. Qu'est-ce que cette qualification change vraiment pour le Mali? Tactiquement, mentalement, symboliquement. Est-ce un exploit isolé ou un tournant? C'est ce qu'on va décortiquer dans la prochaine analyse. Alors, si tu veux continuer ce voyage au cœur du football africain, abonne-toi, laisse ton avis et surtout raconte-moi à quel moment toi tu as senti que ce match allait devenir fou.